Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. La vie clandestine de Monica Sabolo, publiée aux éditions Gallimard, se révèle à la faveur d'un appartement inondé, d'un voisin paranoïaque, de l'angoisse de la page blanche qui persiste. Et puis, après une rencontre inspirée entre deux eaux, avec un autre écrivain au sujet de pigeons voyageurs, à l'occasion d'un cycle de rencontres en Allemagne, Monica Sabolo rentre chez elle à Paris. Elle se dit que le plus simple est d'écrire quelque chose de tragique, de spectaculaire, très éloigné de son histoire personnelle. Elle choisit de raconter l'histoire d'Action Directe, groupe terroriste français connu pour avoir basculé dans le crime après divers braquages et attentats en assassinant Georges Besse le 17 novembre 1986. En empruntant le chemin de la violence et des sentiers de la clandestinité par la littérature, l'écrivaine sème des petits cailloux qui la ramènent à son histoire personnelle, celle d'un père énigmatique et incestueux. Commence alors l'épopée littéraire dans ce qu'elle a de plus dérangeant, de plus salvateur et de plus créatif. Bonjour Monica Sabolo. Est-ce que la vie clandestine, c'est comme un corps qui remonte à la surface ? Alors, je ne sais pas si la vie clandestine, c'est ça. La vie clandestine, c'est peut-être être sur le côté. C'est être en marge du réel. Et d'une certaine façon, en étant en marge du réel, parfois, on est en plein cœur du réel d'une façon étrange. Est-ce que la fiction naît de la clandestinité ? Pour moi, oui. C'est-à-dire que la clandestinité, c'est justement être à la marge, au bord, à la lisière. Et c'est le lieu de l'imaginaire aussi. C'est le lieu où on peut s'inventer des histoires, avoir la main sur le réel, c'est-à-dire avoir la main sur notre vie, c'est-à-dire pouvoir lutter contre l'impuissance, contre l'injustice, en le recréant à travers un monde rêvé et un monde littéraire. Dans votre roman, on a le sentiment que vous vous placez à la manière d'une enquêtrice. C'est ce que vous avez voulu faire ? C'est ce que vous avez voulu retranscrire ? Une enquête ? Je l'avais pas du tout anticipé en réalité, mais je me suis retrouvée à être dans cette espèce de quête de vérité furieuse qui m'a habitée, hantée même, et je me suis transformée en détective, mais en détective timide, qui n'ose pas trop brusquer, qui est en plus un peu maladroite, qui prend des notes et qui ensuite est incapable de les relire, qui oublie tout ce qu'on lui dit. Et finalement, cette espèce de fragilité, ça m'a plu de le retranscrire parce que je pense que nous sommes tous ainsi, à la fois tendus très fort vers quelque chose et en même temps incapables de le saisir et en proie à nos propres vulnérabilités. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans l'histoire d'Action Directe ? Je crois que ce qui m'a heurtée au départ, c'était vraiment le fait que personne dans les membres d'Action Directe, parmi les membres d'Action Directe, ne semblait en plus de 40 ans avoir émis le moindre regret ou le moindre remords. Ils semblaient ne pas douter. C'est-à-dire qu'ils avaient tué Georges Besse en 1986, Joël Aubron et Nathalie Ménigon l'attendent sur un banc, un soir de novembre, à côté du cimetière Montparnasse à Paris. Et cet acte est tellement insensé, c'est-à-dire que tout ça pour des questions d'idéologie. Pour moi, quand l'homme disparaît derrière les idées, c'est absolument injustifiable et incompréhensible. Mais moi qui doute de tout, j'étais quand même très, très heurtée par le fait qu'il n'y avait pas de remise en question, ni d'émotion qui semblait jamais avoir été exprimée à propos de cela. Et cela me semblait un mensonge. Je ne crois pas qu'on puisse tuer un homme et vivre normalement ensuite. Je pense que ce n'est pas possible. Donc, plus que touchée, je crois que ça m'a secouée. C'était quelque chose qui me secouait et j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre qui étaient ces deux jeunes femmes, pourquoi elles faisaient ça, comment elles en étaient arrivées là. Alors qu'évidemment, la vraie question, c'était comment moi, j'en étais arrivée là.
Justement, vous en parlez dans votre livre, vous parlez des souvenirs qui au départ semblent inaccessibles, cadenassés. Quand les souvenirs sont fermés, est-ce qu'on arrête de vivre ? En tout cas, je pense qu'on ne peut pas se déployer, on ne peut pas s'épanouir pleinement. Quand on a une boîte noire au fond de soi, c'est ce lieu où on ne peut retourner tellement il est terrifiant, tellement il est paralysant. Je pense qu'il y a quelque chose d'empêché. Et c'est ce qui s'est passé avec l'écriture de ce livre, c'est la littérature qui fait ça, c'est-à-dire qu'à travers l'acte d'écrire, l'acte physique, quelque chose s'est déverrouillé. C'est comme si un loquet avait sauté à l'intérieur de moi et une porte secrète s'était ouverte et les choses s'étaient mises à ressurgir. Je l'avais absolument pas prévu, mais c'est comme si remontait comme un flot de plus en plus riche, de plus en plus profond de souvenirs enfouis. Vous faites souvent allusion à l'eau. L'élément liquide, l'élément aquatique est récurrent dans votre livre. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? L'élément aquatique est récurrent dans tous mes livres. Je crois que c'est vraiment l'élément qui me permet de transmettre le plus de sensations, le plus d'images, quelque chose au plus proche des émotions que nous ressentons. Il me semble que c'est parce que l'eau, c'est un autre monde. C'est également une vie clandestine à la marge. Quand on est sous l'eau, on est dans une autre dimension. Mais il y a aussi le fait que l'eau, c'est un élément qui est à la fois la vie, la beauté, la lumière sur la mer. C'est quelque chose qui donne très profondément envie de vivre et d'aimer. Mais c'est aussi le trouble, c'est aussi la boue, c'est aussi le danger, c'est aussi la possible aspiration vers la mort. Et puis je pense que l'eau, c'est également l'inconscient, ou la maternité. L'eau représente en fait tous les aspects de la vie et puis la sensation, elle change de couleur avec les saisons, avec le temps. Elle est comme un miroir pour moi de ce que je ressens profondément. Vous aviez prévu d'écrire votre livre de cette manière, comme une enquête, ou c'est venu à vous, comme ça ? Alors pas du tout. J'avais absolument rien prévu. Je pensais vraiment que j'allais m'extraire de ce livre et que j'allais essayer de comprendre qui étaient ces deux jeunes femmes et qui étaient ces gens qui avaient donc tué Georges Besse en 1986. Et finalement, alors que je pensais m'extraire tout à fait, ne pas évoquer ma vie de famille ou mon enfance, le livre a pris la main. Je suis devenue la créature de mon livre et c'est lui qui a décidé de m'emmener là. Mais je sais pourquoi. C'est parce que au fond, cette absence de pardon qui était demandée par les membres d'Action Directe, le fait qu'il n'ait jamais émis de remords ou de regrets, ça résonnait profondément d'une façon secrète, ainsi que les choses peuvent résonner dans la littérature avec le fait que mon père, qui avait été incestueux à mon égard, ne m'avait jamais demandé pardon. Et il y avait aussi cette question de savoir comment peut-on vivre quand on a subi ou commis l'irréparable. Comment peut-on continuer d'exister ? Comment le temps passe-t-il ensuite, après cela ? On a la sensation qu'il est question de dette dans votre roman, comme si la dette se poursuivait à travers les générations. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Je pense, et je suis même convaincue qu'une faute qui n'est pas assumée, qui n'est pas reconnue, dont les mots ne sont pas prononcés, voyage. Quelqu'un va la porter. Quelqu'un va la porter et c'est souvent effectivement d'une génération à l'autre un passager clandestin, un passager noir que parfois on porte en soi sans même le savoir. Les fautes ne disparaissent pas. Elles sont là, elles sont dans l'air, elles sont en nous. Et c'est pour cela que ce livre me permettait aussi, en la nommant, en la posant, en la transformant, ce geste irréparable qu'a commis mon père à mon égard, je pense que de la nommer, de la réparer d'une certaine façon à travers cette quête étrange que j'ai menée, me permet de trouver un apaisement et d'éviter également qu'elle voyage et qu'elle se transmette à mes enfants, par exemple. Quand on rompt la chaîne du silence, on rompt quelque chose lors de la transmission et de la dette également. Parmi les personnages que vous présentez dans votre livre, je parle surtout de Nathalie Ménigon et de Joël Aubron, qui sont davantage mis en avant. Qu'est-ce qui vous fascine le plus ?
La fuite de l'innocence ou le renoncement à soi au profit du collectif? Alors, je ne sais pas si je suis vraiment fascinée, je suis très troublée. Je pense que la disparition de l'individu au profit du collectif, ce qui me semble le cas dans le cas de la lutte armée, mais finalement dans beaucoup de mouvements idéologiques où le singulier semble disparaître, ça me m'est insupportable en réalité. J'ai la sensation d'un mensonge. C'est faux, on ne peut pas tous être des camarades avec des pensées qui sont les mêmes, et cela me paraît également le lieu du silence, de la parole bâillonnée, parce que on ne peut justement émettre de doutes à titre personnel ou des émotions qui seraient contraires à celles que nécessite le mouvement, que réclame le mouvement. Il me semble que l'action, l'activisme nuit à la nuance, c'est-à-dire que effectivement, pour, pour franchir quelque chose, pour réussir à déchirer l'ordre établi qui peut être injuste. Le combat peut être absolument légitime et beau et d'un idéal, mais on ne peut alors plus vraiment laisser la place au doute, à l'empathie. C'est-à-dire que si on commence à comprendre l'autre, celui qui est son ennemi, celui qu'on combat, on ne fait plus rien. Et c'est pour cette raison, moi qui doute tellement, qui peut me mettre si facilement à la place de l'autre, qui finit par comprendre et qui voit de multiples choses, parfois contradictoires, cohabitent en la même personne. Je suis convaincue que je ne pourrai jamais être une activiste. Pour moi, c'est justement le lieu de la littérature où on peut éclairer les différents aspects, parfois contradictoires, d'un seul être. Il y a quelque chose qui revient également dans votre livre, c'est cette impunité, on va dire. C'est cette lutte contre l'impunité. Et qui va se souvenir des victimes invisibles? Oui, c'est l'impunité et le fait même que, et plus que l'impunité, c'est le silence. Le silence comme une sorte de grand manteau de neige qui recouvre les fautes et avec lesquelles on doit vivre sans que des mots soient prononcés, sans qu'il y ait de réparation, sans qu'il y ait de douceur et de possibilité de le revisiter, de le métaboliser. Ça, je pense que c'est un poison, je pense que c'est quelque chose qui tue. Donc oui, les fautes doivent être punies, mais avant cela, elles doivent simplement exister dans le monde. Les mots doivent être prononcés, elles doivent être dites, elles doivent être entendues. Vous dites, ce qui n'existe pas insiste pour exister. Oui, je suis convaincue de cela. D'ailleurs, ce livre en est la preuve. C'est-à-dire que je pensais ne pas écrire sur ma famille ni sur mon histoire, et quelque chose poussait et voulait absolument exister et apparaître en plein jour. Mais c'est vraiment ce dont il était question précédemment, c'est ce qui est dans l'ombre et le silence, ce qui est verrouillé dans cette boîte noire, qui a besoin d'être posé en ce monde, de pouvoir exister. Je pense que la honte, la culpabilité, la colère, le chagrin, qui ne poussent, même si on voudrait quelquefois qu'il n'existe pas, on voudrait faire en sorte d'aller de l'avant sans prendre le temps de le regarder, de l'accompagner. Ce qui se joue en nous de l'ordre de la blessure est une illusion. On ne peut pas. Il faut en passer par là. Il faut cette phase qui, moi, se passe à travers l'écriture, et je pense souvent aux êtres qui n'ont pas l'écriture. Je me demande comment ils font et comment ils font avec le silence, parce que parler est compliqué. Parler peut être extrêmement violent. Il faut un courage, mais même c'est presque un conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis des êtres que l'on pourrait blesser, la sensation d'être responsable de quelque chose, et puis de secouer l'ordre établi, de dire des choses d'une telle violence, je sais pas, quelque chose se rétracte en nous, on n'a pas envie de le faire. Et le faire par l'écriture permet de le transformer en quelque chose de différent, en y mettant de la beauté, en y mettant de la langue, et alors, on a l'impression d'être contenu, d'être protégé par la cape de la littérature. Il émane une contradiction à travers votre récit, à savoir que c'est comme si vous vous sentiez coupable,
alors que vous êtes victime de cet inceste? Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement commun chez les victimes d'inceste ou d'abus sexuels. Il y a quelque chose de l'ordre de la confusion qui se met en place à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la victime et le coupable sont amalgamés, ils sont en nous. C'est-à-dire qu'on est à la fois celui qui a subi, mais peut-être celui qui a commis. Quelque chose de fou se met en place, comme si, pour que cela soit arrivé, il fallait que quelque chose de monstrueux ou de mal, de déviant soit à l'intérieur de nous, même si on était un enfant. Et il faut des années pour remettre chaque chose à sa place, rendre ce qui lui appartient à ce qui appartient au coupable, à l'agresseur, et s'extraire de ces griffes-là qui finalement finissent par faire partie de nous. Et aujourd'hui encore, alors que j'ai tant travaillé là-dessus, que j'ai tant écrit, que j'ai tant réfléchi et essayé de me défaire de cela, prononcer ces mots crée encore de la culpabilité en moi. Mais c'est vrai que cette parole libérée, extraordinaire qui se passe avec le mouvement MeToo, qui est complètement historique, cette espèce d'immense courage collectif fait que l'on se sent moins seul. On a la sensation que d'autres ont vécu la même chose également dans cette confusion, le temps nécessaire pour prononcer les mots. Je sais pas, il y a ça aussi, c'est enveloppant et cela permet d'avoir une sensation de singularité monstrueuse qui s'efface, qui disparaît. Il y a quelque chose qui nous remet à notre juste place. Vous avez rencontré les membres d'Action Directe, certains en tout cas. Comment avez-vous fait pour établir une relation de confiance avec eux? Alors, à mon avis, c'est parce que je suis arrivée avec une certaine innocence, c'est-à-dire que, et une grande sincérité. C'est-à-dire que je cherchais quelque chose sans savoir exactement quoi. J'avais besoin, je pense, de les mettre face à leurs responsabilités. J'avais besoin que quelqu'un s'assoie en face de moi et reconnaisse l'existence de la souffrance qu'il avait causée. Je me le formulais pas de cette façon, mais je ne suis pas allée les voir avec une parole politique. J'avais cette inculture qui finalement a peut-être été un atout. Je les ai abordés vraiment en tant qu'individu, moi individu allant parler à un autre individu. Il me semble que quelque chose de l'ordre de la confiance a pu s'établir de cet endroit-là. Peut-être également parce que nous sommes chacun à notre façon très différentes, des êtres du silence. Ce sont des êtres qui n'ont pas parlé. Moi, je n'ai pas parlé non plus pendant des années. Et cette fragilité dans la possibilité de formuler, peut-être qu'on l'a comprise chez l'autre. Aujourd'hui, Monica Sabolo, vous lisez davantage d'essais politiques? Vous continuez d'aller à la librairie Le Jargon, la librairie d'Eliette? Oui, elle tient donc la bibliothèque anarchiste de Ménilmontant. Bien sûr, je continue d'aller la voir. Mais je ne lis pas plus de livres politiques. Non. Je pense que ce livre m'a profondément transformée, surtout dans ce lieu d'inconfort où il m'a emmenée, c'est-à-dire que je voulais à l'origine tracer une ligne droite bien nette entre le bien et le mal, et que je me suis rendu compte que ça n'était pas possible, que l'ombre et la lumière cohabitent en chaque être, et que même s'il y a un indépassable, c'est la mort d'un homme, quelque chose que je ne pourrais jamais comprendre, j'ai pu voir que des êtres qui avaient été capables, pour certains, d'une grande violence, étaient aussi capables de solidarité, d'humanité, de fidélité, et de bouger d'une façon qui n'est pas toujours traduite en mots, mais que j'ai pu voir dans des émotions qui ont transparu, ou quelque chose qui était finalement beaucoup moins net et beaucoup moins affirmé que ce que je pouvais imaginer. Donc il m'a transformée aussi de cette façon-là, mais je crois que mon approche du monde restera malgré tout une approche qui passe par l'intime et l'autre. Quel genre de retour avez-vous reçu avec La vie clandestine? J'ai des gens qui sont très bouleversés,
Et ça, c'est toujours très étonnant. C'est-à-dire que quand vous parlez de votre propre histoire, et là, je suis vraiment allée très loin et je l'ai exploré en détail, etc. À la fin du livre, je me disais, mais qui ça va intéresser? Personne, probablement. J'avais même un sentiment un peu d'écœurement, comme on a, je crois, quand on parle de soi. Et le fait que des gens puissent se sentir touchés, que même parfois très émus, ça me bouleverse. C'est assez extraordinaire de vivre cela. Monica Sabolo, c'est parti pour la lecture. Nous nous débattons tous autant que nous sommes. Nous cherchons un sens aux choses que nous avons faites et à celles que l'on nous a faites. Nous sommes entortillés dans le passé comme dans un drap mouillé. Les visages s'effacent, mais le chagrin demeure. Il irradie, il voyage d'une génération à l'autre, d'un cœur à l'autre. L'histoire s'insinue en nous, elle se recompose, se déplace et se transforme, renvoyant des ondes et une énergie nouvelle, sans même que nous sachions à quoi elles font écho. Je sais désormais que le temps passe et ne passe pas. Monica Sabolo a reçu le prix de Flore en 2013 pour son roman « Tout cela n'a rien à voir avec moi », publié aux éditions Lattès. Elle a également été récompensée par le Grand Prix de la Société des gens de lettres en 2016 pour son livre « Crans Montana » aux éditions Lattès toujours.